Pour dire de cette manière-là, c'est de tirer les bilans des défaites du passé. Et on veut tirer la sonnette d'alarme parce que plutôt que d'attendre la défaite et de dire on avait raison, on n'est pas des prophètes de la défaite, on veut éclairer, et c'est pour ça qu'on fait cette assemblée ouverte aujourd'hui, c'est d'éveiller un peu la conscience et de voir comment on lutte là-dedans. Parce que vous voyez les amis, que on est en train quand même de recommencer un petit peu ce qui s'est fait en 2023. On a un 10 septembre qui donne énormément d'espoir, qui a été beaucoup plus réussi que l'espérait le gouvernement, qui a fait émerger énormément d'assemblées générales, qui étaient très importantes dans le pays, qui a eu le mérite d'obtenir depuis des années 2 victoires importantes. La première, c'est d'avoir fait tomber un gouvernement. La deuxième, c'est d'avoir fait tomber également son budget, d'avoir déjà imposé énormément de recul et de pression aujourd'hui à Sébastien Lecornu. Et ce n'est pas le 18 septembre, les amis, qui est venu derrière, qui a été un stratagème, on l'a tous vu, même si on se félicite de la réussite et qu'on l'a milité, on a toutes et tous compris que l'objectif du 18, c'était surtout d'enjamber le 10 et de faire une sorte de cordon sanitaire autour du 10, de l'auto-organisation, pour reprendre la main sur le mouvement. Et la réalité, c'est que les amis, si l'intersyndicale n'avait pas appelé le 18 et avait appelé le 10 pour mettre l'ensemble des secteurs du mouvement ouvrier dans la bataille, combiné à la jeunesse, combiné à ces assemblées générales, je pense que sans être devin, on voit pertinemment que le 10 aurait eu une gueule beaucoup plus explosive que le 10 et le 18 combinés. La suite, les amis, vous la connaissez, c'est la question de l'ultimatum. C'est-à-dire qu'on vous explique à quel point votre ennemi est affaibli, il est à terre, plutôt que de l'achever, vous le laissez se relever et vous mettez un ultimatum d'1 semaine, et puis vous pondez au final après 1 semaine en disant bon, il n'y a rien du tout, Sébastien Lecornu nous a rien dit, comme s'il allait reculer sur toutes les demandes qu'avait fait formuler l'intersyndicale, symbole d'une chose et que devraient retenir les bureaucrates syndicaux, c'est que Bayrou, le gouvernement d'Emmanuel Macron, a plus flippé du 10 septembre des assemblées générales bloquons tout qui ont existé que d'une journée, même s'il y avait eu 1 million de personnes, une journée routinière, encadrée, qui derrière ne sert uniquement qu'à servir le dialogue social, la passivité et les négociations par an. Et donc, le 2, les amis, il est là, on va le militer, on va faire en sorte qu'il soit le plus réussi possible, mais la réalité, c'est qu'on voit déjà qu'il n'enthousiasme pas grand monde. Le problème de ça, les amis, c'est que quand vous avez une date qui sort par dépit, parce que vous espériez l'éviter, vous voyez bien qu'on ne met pas dans la marmite les arguments nécessaires pour pouvoir donner quelque chose de plus explosif. Et derrière, si le 2 est foireux, eh ben, les bureaucrates syndicaux expliqueront que bon, ils ont donné les outils pour pouvoir lutter, force est de constater que ça fonctionne pas, et retourner au dialogue social. Et donc les amis, nous on veut rompre avec une idée qui serait celle que la lutte de classe en fait ne paye pas, ou une autre, celle de la bureaucratie syndicale, que la lutte de classe existe, mais qu'elle doit servir uniquement à mettre la pression pour obtenir du dialogue social et des négociations. Et je terminerai avec cette idée-là en donnant quelques éléments. C'est que nous, on considère, les amis, que dans la période, face à l'affaiblissement du régime, face à l'instabilité qui peut exister, face à la possibilité de guerre, mais également de processus révolutionnaires, qu'il nous faut construire les conditions d'une grève générale politique. C'est-à-dire de faire le maximum pour l'explosion sociale, mais pour que cette explosion sociale, elle se fixe notamment comme objectif le fait de transformer la société en passant par exiger d'une part la démission d'Emmanuel Macron. Ça nous semble être quelque chose de central. Les directions syndicales ne le réclament pas, ne réclament même pas la démission d'Emmanuel Macron. Eux, ils veulent un interlocuteur. Nous, on considère non pas uniquement juste sur la figure de Macron et ce qu'a été le macronisme comme détestation, mais qu'il faut comprendre, les amis, ce que veut dire une puissance impérialiste comme la France, ce que ça veut dire à l'échelle internationale, d'accord? Le fait de faire tomber le président de la République par la lutte de classe, par des mouvements de masse, etc. Le niveau de déflagration que ça serait à l'échelle internationale et qui permettrait d'aller beaucoup plus au bout des choses, de discuter, je laisserai Elsa qui en parlera par la suite, de imposer un programme démocratique radical, etc. Et je dirais simplement que pour nous, dans la période, par rapport aux 2, ce qu'on considère, c'est que
il faut construire l'auto-organisation qui a commencé à émerger autour du 10. Parce que les amis, on va s'entendre, entre le 10 et le 18, malheureusement, il y a eu un affaiblissement des assemblées générales. D'accord? Il y a des responsabilités de la bureaucratie syndicale, mais nous avons aussi d'une certaine manière par en bas des responsabilités, c'est-à-dire que on a tiré les bilans pour la construction du 10, mais le problème c'est que on est en train sagement de revenir en arrière et de laisser les clés de la lutte aux directions syndicales, et il faut absolument, pour lutter contre ces stratégies de la défaite, imposer l'auto-organisation. C'est l'auto-organisation, les amis, qui ont forcé la bureaucratie syndicale à appeler le 18 septembre. Nous ne sommes pas contre les appels des directions syndicales, mais nous sommes pour que les directions syndicales soient contraintes à appeler sur les bases de l'auto-organisation, sur les bases des assemblées générales souveraines, et qu'elles soient contraintes à suivre les mots d'ordre et les stratégies de la base, et non pas à faire des journées qui enjambent, qui mettent des cordons sanitaires autour. Je disais donc, il faut relancer les assemblées générales, faire que ces assemblées générales, elles ne font pas que discuter de quelle action coup de poing on fait, même si on aime aussi à Révolution Permanente les actions coup de poing, les choses spectaculaires, etc. Mais on considère que ce que doit faire une assemblée générale, c'est aider à la construction du mouvement et de la grève, et de transformer ces assemblées générales, non pas uniquement en clubs de discussion, d'action, etc., mais d'assemblées générales qui soient des véritables comités d'action qui construisent la lutte au quotidien, en fait, dans les différents quartiers. Moi, je donnais un exemple, mais je disais par exemple l'assemblée générale de Saint-Denis, de la Villette, ils pourraient se doter de tracts, etc., d'aller voir les entreprises, faire le tour des entreprises, des lycées, de l'hôpital, etc., d'aller tracter au marché, d'aller faire du porte-à-porte. On est capable de le faire pour un député. Pourquoi on ne le ferait pas pour construire une véritable grève générale politique? Parce que dans ces quartiers populaires, les amis, il n'y a pas que des électeurs. Il y en a aussi beaucoup, malheureusement, qui ne peuvent pas voter. Mais il y a surtout les travailleuses et les travailleurs du quotidien, celles et ceux qui sont en première ligne, qui travaillent dans l'agroalimentaire, la santé, la grande distribution, le nettoyage, la sécurité, etc., etc. Et je pense que le devoir de militants qui sont d'avant-garde, parce qu'on est de l'avant-garde lorsqu'on décide d'aller dans une assemblée générale et discuter, de s'organiser, etc. Le devoir, c'est aussi de transformer ces comités d'action. Et enfin, pour nous, il y a quelque chose de central, c'est d'imposer nos mots d'ordre. Je parlais de la question de la démission d'Emmanuel Macron, mais on considère qu'à l'image de ce qui est en train de se passer du côté de nos frères et nos sœurs d'Italie, il faut faire en sorte que le mouvement ouvrier mette au cœur de la lutte de cette rentrée-là la question du génocide que vit le peuple palestinien, de porter haut et fort, mais également la protection de la flottille qui se dirige vers Gaza, où vous voyez qu'il y a une possibilité, il y a une escalade là-dedans, et l'État d'Israël pourrait demain décider même de frapper beaucoup plus fort. Les amis, nous, c'est ce qu'on essaye et ce qu'on est en train de faire avec les camarades de Révolution Permanente. Vous avez vu, c'est cette fameuse assemblée générale à Gare du Nord qui a rassemblé près de 1000 personnes le 10 et le 18, et on a fait une troisième assemblée générale mardi soir qui a rassemblé 200 personnes. Ce qu'on veut faire à travers cette assemblée générale, c'est d'ouvrir en fait les portes qui essayent de refermer la bureaucratie syndicale, en considérant que maintenant c'est fini Blocontou, c'est fini l'Interpro. Maintenant chacun discute boutique par boutique, là où ça existe, parce que souvent on fait en sorte qu'il n'y ait aucune assemblée générale ni piquet de grève. Il y a des camarades de la RATP, j'en profite, mais en 2019, les amis, si les travailleuses et travailleurs de la RATP ont tenu 2 mois de lutte, c'est parce que quotidiennement, il y avait des piquets de grève et des assemblées générales tous les jours qui décidaient de la suite du mouvement. Et c'est ça qui a permis notamment au gouvernement de reculer sur la réforme du système par points. Le 18 septembre, 90% des conducteurs de métro et RER sont en grève. C'est fantastique. Vous vous dites, quand on fait 90% de grévistes, le minimum syndical, pour dire de cette manière-là, c'est quand même d'organiser un piquet de grève et une assemblée générale pour que les conducteurs qui se sont mis en grève, ils discutent. Alors oui, celui qui a un rendez-vous médical ou qui a une urgence ou qui ne peut pas faire garder son gamin et qui ne peut pas le ramener sur le piquet, il n'y a pas de problème. Mais on doit
en tant qu'organisation syndicale, proposer une assemblée générale. Mais ça n'a pas été fait, à part dans quelques dépôts en fait. Et ça n'avait rien à voir. Le taux de grévistes, il était aussi important. Tous les militants de syndicaux ont dit ça. Ça nous rappelle les taux de grève qu'on faisait en 2023. Mais pourtant, quand tu regardes la gueule du piquet devant le dépôt, ça ne ressemblait pas à 2023 parce que il n'y avait pas de volonté à faire en sorte derrière que les travailleuses et travailleurs reconduisent. Donc ce qu'on essaye de faire à travers l'AG de Gare du Nord, c'est d'ouvrir en fait et de montrer que les AG Bloc-Contour, elles doivent exister, elles doivent se massifier et elles doivent aussi penser la lutte concrète, quotidienne, etc. et comment on élargit ces choses-là. Il y a aussi les camarades de la coordination sociale à Montpellier qui travaillent dans ce sens-là. Et nous, on vous invite, notamment dans le débat, à mettre cela au cœur, en fait, de comment on reconstruit l'auto-organisation, comment ce qui a existé pour la construction du 10, on le massifie, on le densifie, et comment on en fait des organes de lutte capables d'imposer une stratégie, mais les camarades capables aussi de penser l'après. Parce que nous, on considère que c'est nous qui faisons tourner la société, c'est nous qui travaillons au quotidien, c'est pas Bernard Arnault, c'est pas Bolloré, c'est pas Sarkozy, c'est pas Jean Castex qui vient d'être nommé comme ça parce que c'est le poteau à Macron, après avoir niqué la RATP, maintenant on lui dit va aller niquer la SNCF, c'est pas ceux-là qui font tourner la société, c'est les travailleuses et les travailleurs, c'est la jeunesse, et on considère que oui, en plus de lutter de manière offensive, on doit aussi lutter pour transformer la société, et que oui, on est capable de diriger une grève, et on même bien plus, on est capable de diriger la société. Merci, camarades. Salle comble, salle comble. C'est full. Voilà. Merci Anas, oui, tu mentionnais Anas, merci pour tout.